Affaires publiques, l'émission politique de Judaïque FM, présentée par Alexis Lacroix. Bonjour chers auditeurs, bienvenue à tous en ce vendredi matin. J'ai le plaisir d'être accompagné d'Alexandra Senigou, qui travaille avec nous depuis quelques temps sur Judaïque FM, qui va à mes côtés interviewer notre invité de ce matin, Claude Grundmann-Breitman. Bonjour. Bonjour chers amis, merci de m'avoir à ce rendez-vous magnifique. Merci cher Claude d'être à l'antenne de Judaïque FM. Vous savez que vous êtes chez vous ici, vous dirigez à Netanya, très exactement dans la localité de Kiryat HaSharon, l'important campus francophone du collège académique de Netanya. Donc c'est une des villes majeures de la francophonie israélienne, on va y venir. Ce collège, c'est aussi un lieu d'échange et de formation assez unique entre nos deux pays. Votre action depuis de nombreuses années est couronnée par beaucoup de succès. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus justement sur les principales et dernières réalisations du collège francophone? Eh bien écoutez, d'abord, encore une fois, merci mille fois, parce qu'en ces temps de Covid et d'angoisse un petit peu compliqué à gérer dans le monde, et particulièrement, si vous voulez, au niveau des choix qu'il va falloir faire sur le plan des études et de l'engagement de l'avenir pour nos jeunes dès l'année prochaine, c'est important de faire un point. Alors, comme vous l'avez souligné, ce campus francophone est le seul en Israël. Il a été fondé il y a 15 ans. Sa première mission, c'est bien entendu l'intégration des étudiants francophones qui choisissent de faire leurs études universitaires en Israël. Et à cet égard, nous avons un certain nombre de projets. Alors, le premier, si vous voulez, c'est le projet Massa, qui concerne les bacheliers. Ce qu'il y a d'exceptionnel, si vous voulez, chez nous pour cette première année de compréhension, de perception, de rencontre avec Israël, c'est qu'on le fait d'abord à partir de notre campus, c'est-à-dire que la cité universitaire est dans le campus et que nos jeunes bacheliers arrivent dans un campus qui est très très beau, qui a été classé comme le plus beau d'Israël depuis de longues années, avec un centre sportif extraordinaire, avec des événements tout à fait particuliers dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Mais l'essentiel, c'est qu'ils vivent déjà en tant qu'étudiants, si vous voulez, comme s'ils étaient dans un programme d'échange Erasmus dans un autre pays. Donc ça, c'est très important. Ils ont l'occasion de rencontrer leurs compatriotes qui sont déjà en licence ou en master et parler le français avec eux et comprendre à quel point ce type d'études les amène véritablement vers un avenir solide. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est bien entendu de l'apprentissage de l'hébreu qu'on fait d'une manière extrêmement professionnelle et qui se passe très très bien. Est-ce que l'Ulpan, justement, l'Ulpan qui fonctionne très bien, justement sur le campus francophone, Claude Breitman, les transforme très rapidement les étudiants français en presque israéliens? Complètement, parce que ce qui se passe, c'est qu'à la fin de l'année, ils maîtrisent déjà la langue et ils sont parfaitement capables, quelquefois avec un petit, si vous voulez, un petit additif de choses plus particulières, s'ils choisissent le droit ou s'ils choisissent les finances, qu'on peut rajouter avant de commencer les études de licence dès l'année suivante. Mais voilà ce qui se passe. Les jeunes viennent, ils ont donc l'hébreu, ils ont également des cours de microéconomie, de mathématiques et d'apprentissage et de rencontre avec la société israélienne, qui leur donne déjà, si vous voulez, des points académiques qui leur permettent de rentrer en licence avec quelquefois déjà un premier bagage de quelques points académiques qui leur donne un avantage sur tous les autres étudiants qui commencent à partir de zéro. Ça, c'est très important parce que c'est une année gagnée, si vous voulez, sur le plan universitaire. Ils apprennent l'hébreu, ils comprennent Israël parce qu'ils se baladent. Même avec le Covid, on a réussi à faire énormément d'activités. Et puis, on s'est concentré, si vous voulez, sur la qualité, sur l'excellence de l'étude et surtout sur le vivre ensemble. Ils se sont trouvés dans le campus, dans la cité universitaire, avec toutes nos collaboratrices qui ont joué avec le plus grand bonheur aux mamans, qui les ont véritablement accompagnées, soutenues, parce que c'était compliqué d'être loin de la famille. Et finalement, la semaine dernière, j'ai pu remettre les diplômes à l'entièreté du groupe, ce qui était une grande fierté parce qu'ils sont partis avec des étoiles dans les yeux. Juste avant qu'Alexandra poursuive et approfondisse ce questionnement, Claude, ça représente combien d'étudiants chaque année? Alors écoutez, nous avons à peu près 150 étudiants français chaque année, qui sont divisés en programme Massa, en licence et en ceux qui continuent première, deuxième, troisième année et master dans différentes facultés, que ce soit la business, que ce soit maintenant les professions paramédicales qui ont été ajoutées il y a 2 ans et c'est un immense succès, l'écologie, la gestion des ressources naturelles qui ça aussi
si vous voulez, c'est extrêmement innovant, extrêmement prometteur, et puis toutes les facultés classiques, le droit, etc., etc. Donc, on a à peu près 150 étudiants francophones par an sur le campus. Alexandra Sénigou. Claude Breitman, j'aurais une question par rapport à tout à l'heure. On a parlé justement du lien indéfectible entre l'université de Netanya et la France. Netanya, un peu la ville israélienne française aussi par excellence. Comment concevez-vous un petit peu ce lien culturel qu'il y a entre la France et Netanya? Alors écoutez, chère jeune fille, d'abord, merci de votre question, parce qu'elle est fondamentale. Si vous voulez, les liens que nous avons développés entre la France et Israël au travers du campus francophone sont tout à fait extraordinaires. Chaque année, nous avons une série de 12 rencontres qui sont des conférences sur des thèmes très importants. Et par exemple, cette année, c'était sur l'engagement. Eh bien, nous avons terminé en ayant commencé avec le baron David Roth de Rothschild et ce que sa famille avait fait pour Israël. Nous avons fait 4 rendez-vous webinaire avec Paul Amar, qui a interviewé Alexandre Adler, François-Olivier Gisbert, son Excellence l'ambassadeur Éric Danon, Elnet France, et tout ça, en fait, ils sont tous partenaires avec nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour tous les événements que nous faisons, que ce soit un honoris causa pour Sarkozy, ou bien en début d'année prochaine sur la grande question de la justice impossible, Robert Badinter, eh bien, tous nos partenaires, l'Institut français, l'ambassade de France, Calita et l'Alliance israélite universelle, l'Institut Lévinas, la ville de Netanya avec son desk francophone qui est représenté par un de nos anciens élèves, qui est banquier aujourd'hui, qui s'appelle Avis Lama, qui fait un travail considérable pour garder ce lien très très fort entre la France et Israël au sein même de la ville. Eh bien, ils sont tous nos partenaires. Donc, si vous voulez, ça crée véritablement une plateforme de liens, de relations qui nous permettent, sur le plan intellectuel, sur le plan sociétal et sur le plan politique, quelquefois, d'avoir une place très importante et une place de choix au sein de la communauté, à la fois en Israël, bien sûr, la communauté francophone qui est quand même extrêmement large, à Netanya en particulier, mais pas seulement. Nous avons un partenariat avec nos amis de l'espace d'Ashdod, à Ashdod, où il y a une grande communauté francophone, à Ramana, à Jérusalem, à Tel Aviv. Si vous voulez, aujourd'hui, on se retrouve chez nous un petit peu comme à la messe, que ce soit en vrai ou en webinar, pour véritablement, je dirais pas communier, parce que c'est un mot un petit peu trop chrétien, peut-être pour ça, bien que, on soit tout à fait pour la réconciliation de toutes les religions, en tout cas sous nos auspices à nous. Eh bien, il y a véritablement, si vous voulez, un plaisir de se retrouver. D'abord, nos compatriotes un peu plus âgés, avec des étudiants, c'est quand même sympa. Si vous voulez, on se sent solidaire. Nos abonnés nous permettent d'avoir des bourses supplémentaires, donc ils soutiennent. Et il y a une chaîne de transmission, en quelque sorte, qui se crée avec Netanya pour épicentre. Et alors, justement, pour compléter la question que Alexandra vous posait à l'instant, Claude Breitman, Netanya, c'est pas n'importe quelle ville. C'est vrai que c'est une grande ville, d'abord, d'un peu plus de 200 000 habitants, aujourd'hui au nord de Tel Aviv. C'est une communauté francophone, c'est la plus grande communauté francophone d'Israël, de façon absolument évidente. C'est un lieu de villégiature aussi pour de nombreux Français qui s'y installent, qui parfois y achètent des appartements, etc. Donc c'est une porte d'entrée pour beaucoup de Français vers la condition hébraïque et souvent d'ailleurs vers l'Alia, pour ceux qui veulent s'y installer. Par exemple, une fois la retraite venue, mais pas seulement, pour des jeunes aussi. Dans quelle mesure on peut dire que le campus francophone que vous dirigez s'inscrit, on va dire, dans la géopolitique globale de la relation franco-israélienne, dont on sait que, en dépit du différend politique sur la Judée-Samarie, pour aller très vite, et l'État palestinien, elle est en fait très féconde et très étroite aujourd'hui. Absolument, mais je vais vous dire, ça vient d'une détermination d'abord des nouveaux officiels qui sont en Israël, son Excellence l'ambassadeur Éric Danon, le directeur général de l'Institut français Jean-Jacques Pirat, de s'inscrire dans un dialogue et dans la qualité. C'est-à-dire de tout ce qui peut rapprocher, faire comprendre, s'exprimer même avec une très grande critique, et c'est tout à fait légitime. Et il y a un autre élément qui s'inscrit là-dessus. Vous savez, vous avez parlé de la ville de Netanya. Depuis que le collège académique de Netanya, c'est-à-dire il y a à peu près 25 ans, s'est installé à l'est de Netanya, il est arrivé un petit peu ce qui est arrivé à Ramat Aviv avec l'université de Tel Aviv, si vous voulez.
Ça a complètement changé. Oui, alors on peut dire, s'il faut employer un mot d'agent immobilier, il y a eu un processus de gentrification des quartiers, disons, voilà. Ah, complètement, parce qu'on a 35 000 unités, si vous voulez, autour du campus. C'est une ville moderne, très belle sur le plan architectural, où la plupart de nos étudiants, les anciens et les nouveaux d'ailleurs, habitent, ce qui fait une population extrêmement jeune, extrêmement énergétique, si vous voulez, et ça permet de continuer justement ce dialogue post-études, c'est-à-dire au niveau de la high-tech, de la technologie. Les Français sont extrêmement intéressés par ce qu'on peut leur proposer, par la manière de mettre en place un certain nombre, si vous voulez, de colloques tout à fait extraordinaires. Par exemple, ça fait des années qu'on est maintenant, on s'inscrit dans ce qu'on appelle l'eau et la vie, c'est-à-dire toutes les technologies qui ont à voir avec les ressources naturelles, parce qu'on a une très belle faculté dans ce domaine. On a fait, il y a 2 ans, à l'Assemblée nationale à Paris, un très très beau colloque avec des Palestiniens, avec des Égyptiens, avec des Jordaniens et avec un ministre israélien et un sénateur français. Donc on est, si vous voulez, quand il s'agit de la vie, quand il s'agit de se mettre au travail pour fabriquer plus de vie, en mettant, si vous voulez, les grandes questions politiques un petit peu de côté, à la place qu'elle mérite, voilà. C'est-à-dire pas gérer toute la vie de tout le monde du matin au soir, eh bien, on est dans une ouverture. Alors Claude, vous êtes une femme d'engagement et de conviction. Récemment, d'ailleurs, on avait la chance de vous avoir aussi à Judaïk FM et à Studio Qualita, notre partenaire de Jérusalem, pour rendre hommage à quelqu'un que nous aimions beaucoup tous, qui était Claude Guasguen, votre ami. Vous l'avez rappelé d'ailleurs à cette occasion, il a œuvré vraiment à un rapprochement de la France et d'Israël très très étroit. Le campus, à l'évidence, œuvre aussi dans le même sens. Est-ce qu'on peut dire qu'au fond, grâce au campus notamment, Israël activement aide la France à devenir la Startup Nation que depuis 2017 elle prétend devenir? Alors écoutez, on ne va pas prendre tout le crédit que vous avez la gentillesse de nous inviter à prendre. On va essayer de rester un petit peu, si vous voulez, en deçà, mais il est clair que nous avons la conviction, si vous voulez, que plus on provoque un maximum de rencontres, un maximum d'échanges, que ce soit sur le plan médiatique. Par exemple, on va innover maintenant quelque chose, on va essayer de faire comprendre à tout un chacun quelle est l'importance des médias dans quelques métiers que vous allez choisir. On va avoir des webinars avec Paul Amar à partir du mois de novembre, où on va, en plus, si vous voulez, du décryptage de l'actualité, faire une formation qui va essayer de faire comprendre comment on gère ces outils médiatiques dans les différents projets. Et alors, projets. là, on peut dire un mot avant qu'Alexandra poursuive avec vous le questionnement, mais c'est passionnant parce que c'est vrai que vous êtes en train de développer progressivement une des dimensions du campus, qui n'est pas seulement celle de la formation, mais véritablement de l'échange culturel, du débat public en quelque sorte. C'est le campus, avec ses partenaires, vous les citiez tout à l'heure, en Israël et en France, devient presque un élément actif du débat public entre la France et Israël, d'où ces très nombreuses conférences que vous organisez. Il y a beaucoup d'intellectuels français d'ailleurs qui viennent sur le campus. Certains ont reçu, certains comme Bernard-Henri Lévy, etc., ont reçu même des distinctions honorifiques de vos mains. Donc tout ça, évidemment, s'inscrit aussi dans un écosystème franco-israélien où la coopération culturelle et intellectuelle est très très importante. Écoutez, je crois que vous mettez exactement, si vous voulez, en relief cette espèce de conviction profonde, vous savez, cette intime conviction qui fait que plus on fabrique du lien sincère, honnête, ouvert, où on laisse les gens s'exprimer sur toutes les questions les plus difficiles. On avait même invité M. Dupond-Moretti cette année à jouer à la barre chez nous et à nous parler de son choix d'avoir défendu Mera. C'est important. Je sais que ça fait mal à beaucoup de gens, mais c'est important d'écouter l'autre, de comprendre, si vous voulez, dans ce dialogue avec l'autre, jusqu'où on peut aller dans cette amitié, si vous voulez, inconditionnelle, qui fait qu'entre un peuple juif et un peuple chrétien comme la France et comme Israël, il n'y a aucune raison, si vous voulez. On peut critiquer, on peut ne pas être d'accord, on peut même mettre en place un certain nombre de sanctions qui sont quelquefois extrêmement difficiles, si vous voulez, à accepter sur le plan politique, mais il n'en reste pas moins qu'on continue à travailler sur le plan de la recherche, sur le plan pas seulement médical, scientifique, etc., pour que véritablement on avance ensemble. Parce que moi, je suis un peu comme Claude Guasguen, si vous voulez, je suis persuadée que notre destin à tous, femmes et hommes de bonne volonté, il est commun.
qu'on soit chrétien au Liban en danger ou qu'on soit un juif en danger à Paris ou ailleurs, eh bien c'est le même destin. Il faut que les gens de bonne volonté se mobilisent et cherchent à faire mieux ensemble pour que tout ça soit dépassé. Et puis au-delà, si vous voulez, cette conversation dont vous parlez, cet échange intellectuel, il a, si vous voulez, une valeur exceptionnelle. On se régale quand on va voir Badinter nous parler de l'abolissement de la peine de mort jusqu'à ce livre qu'il a écrit sur sa grand-mère, en passant par le Kaddish qu'il a dit à la mémoire de son père à Auschwitz, un monsieur qui a dépassé les 90 ans. Vous pensez bien qu'on va être au garde à vous. Évidemment, Claude Breitman, on va en dire un mot là avec vous dans un instant sur Judaïque FM. C'est un grand plaisir de vous avoir en direct de Netanya ce matin. Alexandra Sénégon. Donc pour rentrer un petit peu dans le détail des programmes Massa, dont vous avez parlé juste avant, quels sont ces différents programmes, qui est éligible, comment ça se passe concrètement? Alors je vais vous dire, nous nous adressons aux bacheliers qui veulent passer un an en Israël grâce à l'expérience israélienne et au campus francophone dans des conditions telles que je vous les ai décrites, c'est-à-dire qu'ils vivent sur le campus, ils ont des cours d'hébreu accélérés selon leur niveau pour faire en sorte qu'à la fin de l'année, ils parlent l'hébreu et puissent s'intégrer s'ils le choisissent, qu'ils puissent faire également un service militaire s'ils le choisissent aussi, ou rentrer tout de suite dans des études supérieures en repoussant l'année de leur mobilisation. On leur donne également, tel que je vous les ai décrits, un certain nombre de cours qui ne nécessitent pas, si vous voulez, une maîtrise de l'hébreu absolue, la microéconomie, les mathématiques, la société israélienne. Au-delà, on leur propose des marathons, des tutorats, plein d'éléments qui peuvent leur permettre de travailler mieux et d'avoir une meilleure note à la fin de l'année. Et si vous voulez, au-delà, bien sûr, il y a tout ce qu'on leur propose sur le plan de la connaissance d'Israël, c'est-à-dire géographiquement, mais pas seulement, politiquement, sociétalement, pour essayer de comprendre un petit peu tous les rouages et de se préparer au mieux. Alors, on a aussi, si vous voulez, une préparation psychométrique, c'est-à-dire que s'ils décident, pour une raison ou pour une autre, par exemple, pour des études médicales ou autre chose, qu'ils ne peuvent pas le faire au sein du collège académique de Netanya, eh bien, on leur propose une préparation à ce fameux, si vous voulez, examen qui est exigé dans un certain nombre d'universités pour pouvoir accéder à une acceptation dans un cursus universitaire normal pour un niveau de licence. Donc tout ça, on le fait ensemble pendant un an. C'est ça notre programme Massa. Alors, ce qu'il y a de mieux, si vous voulez, d'un peu plus profond chez nous, c'est que, fort de notre expérience, on fait trois choses. Il faut beaucoup de bienveillance, mais il faut aussi beaucoup de rigueur. Donc, si vous voulez, on est là à 100%, à l'écoute, tout le temps pour débloquer. Vous savez, ces petites choses qui font quand on est loin de la famille, qu'on a du mal sur le plan social de s'intéresser à tout le monde, ou que les gens s'intéressent à vous, ou quand on vit à 2 ou 3 dans un studio, comment ça se passe, comment on gère, etc. Ça va de la qualité des oreillers jusqu'à qu'est-ce que je vais faire de ma vie quand je vais sortir de ce programme. Donc ça, si vous voulez, c'est notre... Comment vous expliquer, c'est notre mission. Toutes mes collaboratrices, que ce soit Sonia Lévy ou Meryl Lara, sont là véritablement. Et alors, pendant la période du Covid, vous imaginez bien que c'était décuplé, mais on a toujours été comme ça, parce qu'on ne lâche rien, on ne laisse personne derrière. Et donc, ils arrivent au bout de cette année-là. C'est un coût assez important, c'est à peu près 8 000 € par personne compte tenu du soutien financier de l'expérience israélienne, puisque ce programme coûte à peu près 16 000 € par personne, mais finalement ça ne coûte que 8 000 à la personne qui s'inscrit, et ça comprend le voyage, etc. On peut avoir... Excusez-moi, je vous coupe. Est-ce qu'on peut avoir des bourses? Oui, absolument. Il y a de toute façon une bourse systématique de plus de 6 000 € pour chacun, c'est pour ça que c'est pas 16 000 € par personne, ou 16 000 $ par contre. Et puis, à chaque cas particulier, on peut examiner et voir si on peut rajouter un certain nombre de soutiens financiers qu'on pourrait avoir grâce à nos donateurs, grâce à d'autres ministères israéliens qui pourraient éventuellement rentrer sous le brancard et essayer de tirer la charrue avec nous. Mais d'une manière générale, si vous voulez, c'est quelque chose qui, pendant toutes ces années, se passe relativement bien. Et on a chaque année une vingtaine, 20-25 jeunes qui viennent participer à ce programme.
Et je dois vous dire que ce qui m'émeut le plus, c'est lorsqu'à la fin d'année, on leur donne leur diplôme, donc de diplômé Massa, ils parlent l'hébreu. Ils parlent l'hébreu. Ils remercient en hébreu. Ils disent Toda Rabba et voilà, et quelques mots. Ah, pas seulement. Pas seulement. Non, vous ne moquez pas, Alexis. On va vous faire un test à vous aussi. Mais la vérité, c'est qu'ils sont capables de faire un court discours d'une dizaine de phrases avec un petit peu de lenteur et un peu d'aide. Mais d'une manière générale, c'est parfaitement assimilé. Bon, il y en a qui sont très très forts parce que c'est des surdoués, et puis il y en a, la moyenne des gens finissent quand même cette année-là avec une belle maîtrise, ce qui leur permet de rentrer directement à l'université. Écoutez, Claude Breitman, c'est formidable. Donc je rappelle que vous êtes notre invité à Affaires publiques ce matin avec Alexandra Sénigou. Vous dirigez le campus francophone de l'université, du collège académique de Netanya, qui est un lieu d'échange et de formation très important entre nos deux pays. Alors on vous a sur Judaïque FM, donc on va en profiter, on va parler aussi d'un grand événement que vous êtes en train de préparer, de concocter, que vous êtes en train de cooking, comme on dit en anglais. C'est effectivement un colloque très important qui va avoir lieu à l'automne autour de la question de la justice, la tzedaka, et avec comme invité, disons, de marque, Robert Badinter. Robert Badinter, je peux en témoigner, vous allez nous en dire un mot. Je l'ai vu chez lui à plusieurs reprises ces dernières années. C'est quelqu'un qui fait un vrai retour vers le judaïsme. Il s'en est tenu dans sa carrière publique, finalement assez officiellement éloigné, mais finalement il a un souci juif grandissant. Comment vous l'expliquez à titre personnel, Claude Breitman ? Écoutez, moi je ne suis pas psychiatre, mais je vais vous dire. Je ne vous demandais pas une expertise psychiatrique. Non, mais je pense qu'à un moment de la vie, si vous voulez, il y a une vérité qui s'impose. Je crois que comme ça s'est imposé aussi à Bernard-Henri Lévy, à d'autres, je crois que Robert Badinter n'a jamais cessé d'être un homme juif. Il était simplement, comme beaucoup, si vous voulez, écartelé entre cet amour profond qu'il a pour la France, pour la langue, pour son métier, pour sa mission, et puis, pour cet en-deçà de lui, puisqu'il avait été privé de ses parents très très tôt, surtout de son père. On vous entend plus très bien, Claude. Eh ben voilà, je suis là. Là c'est mieux. Oui, c'est mieux, pardon. Bon, d'accord. Et alors, j'étais en train de vous dire qu'il était relativement écartelé, comme beaucoup d'entre nous, entre cet amour profond qu'il a pour la France, pour la langue, pour son métier, pour sa mission, qui a largement dépassé, si vous voulez, une carrière simple. Et il est rentré dans l'histoire. Et cette espèce d'en-deçà, si vous voulez, de son identité profonde, où il avait probablement quelques difficultés à l'assumer dans la société française de l'après-guerre. Je crois qu'aujourd'hui, il est cet homme juif avec cette permanence, cette volonté de transmission, cet amour d'Israël. Moi, il m'a envoyé un petit mot pendant le Covid, parce que je l'avais invité à faire donc ce démarrage, cette grande séance inaugurale, puisqu'on en aura d'autres. On aura les défenseurs des enfants de Sarah Halimi, on aura on aura le juge Dapas, qui est un juge antiterroriste, on aura un certain nombre d'autres intervenants. Mais il m'a très gentiment dit, écoutez, voilà, il me l'a écrit à la main. Israël est important pour moi. Ce sera un bonheur d'être le participant, l'intervenant de la séance inaugurale de ce de cette grande série de conférences sur justice difficile, justice impossible. Surtout qu'on va toucher à des choses qui vont, si vous voulez, qui sont graves. On va voir par exemple Richard Malka, qui va nous parler un petit peu lui aussi l'avocat Richard Malka, voilà, oui, absolument. Oui, ces scénarios de bande dessinée, mais aussi, si vous voulez, sa mission à lui aussi, quand il a défendu les gens de la famille de Charlie. Je crois que, si vous voulez, c'est toutes ces questions-là, et puis alors on va parler d'Israël aussi, entre, si vous voulez, cette espèce d'hostilité permanente qu'il y a entre ce système judiciaire qui a fait notre fierté pendant tant d'années, et puis la vie politique qui essaie de le remettre en question à chaque fois et de manger un petit peu de ses prérogatives. On est dans une véritable interrogation. Donc je pense le monde entier aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, si vous voulez, que ce soit l'Amérique, que ce soit d'autres endroits, et je pense que ça viendra aussi en France, et je pense que votre président ne s'y est pas trompé, puisqu'il a pris un grand ténor du barreau pour essayer de maintenir précisément un certain nombre si vous voulez, de principes de la démocratie, quels que soient les problèmes sociétaux, quelles que soient les grandes questions éthiques et morales qui vont se poser au pays, pour mille et une raisons. Je crois qu'on est tous dans cette interrogation, et pour nous, c'était fondamental
d'essayer de réunir pendant cette année-là, sur ce titre-là, Justice difficile, justice impossible, point d'interrogation, tous les gens qui avaient envie de partager avec nous leur expérience de grands professionnels de ce domaine pour essayer de nous faire comprendre un petit peu mieux comment nous, chacun à notre niveau, individu, collectif, nation, monde global, quelle place on doit donner précisément à cet ensemble de règles et de lois, et comment on doit les comprendre, comment quelquefois on peut aller un peu plus loin et remettre un certain nombre de choses en question, mais en gardant quand même l'essentiel de ce bien et de ce mal qui est fondamental, que ce soit pour vous, pour nous. Claude Breitman, vous en parlez très bien. Donc c'est un cycle de conférences, autant pour moi. J'ai dit un colloque, mais c'est un colloque en fait étalé sur une année qui va commencer, je suppose, un petit peu avant Rosh Hashanah, c'est ça, non, la première séance? Le 15 novembre, à l'entrée. C'est après, voilà, à la rentrée universitaire, qui est effectivement un peu plus tardive qu'en France, en Israël. Donc le 15 novembre, j'imagine qu'on peut retrouver toutes les informations sur le site du campus francophone, d'ores et déjà. Absolument. Alors vous le savez, souvent l'esprit du judaïsme, il est défini par la justice, le sens de la justice. C'est une bonne définition pour vous, ça? Écoutez, c'est les 10 commandements, c'est les ordres de la Torah. Il y a effectivement, si vous voulez, un ensemble de lois juives qui sont quand même la source de notre survivance et de notre transmission, que vous avez magnifiquement défini tout à l'heure. Oui, il y a du sens dans tout ça. Et si vous voulez, aujourd'hui, quand on est justement dans cette espèce de chaos à la fois planétaire, politique, moral, je crois que il est important pour tout un chacun de continuer d'être dans une certaine honnêteté, dans une certaine vérité, et d'essayer de comprendre l'autre. À quel point est-ce qu'on est véritablement capable d'écouter ce qui se passe de l'autre côté? J'avais, il n'y a pas longtemps, une grande conversation avec cet ambassadeur tout à fait exceptionnel qui est Monsieur Eric Danon, qui disait, vous savez, finalement, il y a un moment dans la vie où il faut prévaloir la réconciliation. Parce que véritablement, c'est là que ça se passe. Quand on se souvient de la main tendue de Gaulle à Adenauer en face des cimetières de la Deuxième Guerre mondiale, je veux dire, il y a un moment donné où il faut quand même se dire, voilà, on est avant tout des hommes et des femmes qui veulent vivre, qui sont dans la vie, il faut s'inscrire dans cette démarche-là, et il faut essayer de faire un geste, de faire un événement, si vous voulez, qui fasse comprendre à l'autre qu'on respecte sa vie, qu'on respecte ses volontés, et qu'il faut aller plus loin. Alors, est-ce que c'est compris? Est-ce que c'est pas compris? Est-ce qu'il y a des tas de gens qui, pour 1001 intérêts différents, ne nous permettront jamais d'arriver à ce moment-là? Je n'en sais rien, mais en tout cas, ça vaut la peine de se poser la question. Alors Claude Breitman, vous êtes passionnante. Malheureusement, nos formats, vous savez, sont limités, les formats radiophoniques. On a encore une minute, et le mot de la fin revient justement à la jeunesse, Alexandra Sénigon. Donc je vais être très rapide parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc on a dit que c'était un cycle où vous recevez des personnalités. Comment vous orientez votre choix sur les personnalités que vous invitez pendant ces colloques? Eh bien, écoutez, la vérité, c'est que à partir du moment où on choisit le thème avec nos référents académiques, que ce soit professeur Rabinovitch de l'Institut Lévinas ou le professeur Denis Charbit, qui est notre référent au campus francophone. Voilà, Denis Charbit, qui est notre collaborateur à Judaïk FM, vous voyez, dont les grands esprits se rencontrent. Je sais bien. C'est un homme qu'on aime profondément et qui adore les étudiants. C'est un professeur, il est né pédagogue et enseignant, c'est magique. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'une fois qu'on a le thème et qu'on se rend compte que c'est de ça qu'on veut parler, eh bien, on fait des recherches. Et la vérité, et c'est une source de bonheur pour nous, c'est que on n'a jamais de réponse négative. Que ce soit les uns ou les autres. Que ce soit France-Olivier Gisbert qui vient dire « Oh, écoutez, ça va comme ça, Jérusalem doit être la capitale d'Israël, allez ». Ça va comme ça, ou bien qu'on ait Adler qui nous dise mais je vais demander à Condoleezza Rice d'être la nouvelle candidate en face de Trump, ou que ce soit quelqu'un d'autre qui vient nous dire écoutez voilà, il est temps qu'on se parle, il est temps qu'on se retrouve. Vous voyez, on a fait ce colloque à Paris sous les auspices du Sénat français pour avoir tous les acteurs du Moyen-Orient autour de la grande question de l'eau.
c'est notre, si vous voulez, c'est ça qu'on a envie de faire, c'est de faire au mieux pour les étudiants, pour leur compréhension et pour leur dialogue. Merci infiniment Claude Gruitman-Breitman pour vos mots si sincères et si justes pour votre combat. Évidemment, vive Netanya, ça va de soi. Vive le Tikkun Olam auquel vous participez à votre manière. Je renvoie donc évidemment au site du campus francophone du collège académique de Netanya et tout le monde y trouvera les renseignements sur le cycle de conférences que vous organisez l'année prochaine sur la question de la justice à partir du 15 novembre 2020. Et vive aussi Condoleezza Rice, puisque vous avez cité cette affection de notre ami Alexandre Adler. À très bientôt sur les ondes des radios juives parisiennes. À très bientôt. Merci infiniment à tous les deux. Je vous souhaite un très bon Shabbat. À bientôt. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Affaires publiques, l'émission politique de Judaïk FM présentée par Alexis Lacroix.